a le sentiment que ces jeunes considèrent maintenant la police comme des bandes rivales finalement. Et là, on les voit qui mènent une expédition punitive littéralement pour venger la mort de l'un des leurs. Oui, vous voyez bien on n'est pas dans la République française quand vous interpellez quelqu'un qui en plus est en régime de semi-liberté, qui est condamné et qui devrait d'ailleurs être en prison. Ça ne donne pas lieu, tout le quartier. Quand vous êtes dans un endroit hors de ces fameuses 750 et quelques zones urbaines sensibles, interpeller quelqu'un, ça ne suscite pas de la part de la population, des riverains, du voisinage, qu'il s'agisse d'un village, qu'il s'agisse d'un centre-ville, qu'il s'agisse... Voilà, il n'y a pas de réaction de ce type. Donc effectivement, on a la démonstration chimiquement pure que est-ce que c'est une zone d'autres droits, est-ce que c'est un droit dont on peut parler, je ne sais pas, c'est manifestement une sorte d'enclave étrangère. Maintenant, on peut bien sûr dire, et il faut le rappeler, qu'on ne peut pas mourir, c'est pas normal de mourir parce que on a un refus d'obtempérer, mais ce qui est très important, c'est que parfois les refus d'obtempérer tournent mal. Je vous rappelle qu'il y a des refus d'obtempérer en France toutes les 20 minutes, que les policiers sont exposés à des sévices, à des brutalités, à des violences. En 15 ans, il y a eu non seulement un doublement des refus d'obtempérer, ça veut dire qu'il y en a 20 par jour, avec un nombre de policiers blessés absolument incroyable, et parfois des morts. Mais là, dans cette affaire-là, ce n'est pas, si vous voulez, un refus d'obtempérer qui a déclenché ni un tir, ni une percussion en voiture, etc. Qu'est-ce qui s'est produit ? La personne a simplement essayé de s'échapper. Donc on pourrait considérer que, évidemment, il est responsable lui-même. On aurait une doctrine comme en Grande-Bretagne de percuter d'ailleurs les véhicules, peut-être aurait-il été blessé, mais pas mort à l'heure qu'il est. On aurait une incarcération ferme, parce qu'en plus c'est un multirécidiviste bien connu, comme on le dit, des services de police. Il ne serait pas mort non plus. Guillaume Bigot, je rappelle juste aussi un chiffre, oui, c'est refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et pas 20 par jour, ce qui fait encore plus d'ailleurs de En fait, 20 par jour, les chiffres sont tellement sidérants et stupéfiants. 20 par jour, c'est le nombre de policiers blessés en opération. 20 par jour. Et on pourrait faire le lien avec l'affaire d'Aulnay, où là, il y a eu un guet-apens. C'est vraiment une pression monumentale que subissent les policiers dans ces quartiers. Ils savent qu'ils vont quasiment en zone de guerre. J'exagère à peine. D'ailleurs, ça a des répercussions, alors soit sur leur santé physique, ils sont blessés, parfois ils sont tués, et sur leur santé psychologique et morale. C'est complètement fou. Il y a 44 suicides de policiers par an. Et effectivement, c'est un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Est-ce qu'il y a une parole politique qui est irresponsable ? Najouel Haïté commençait à en parler à l'instant, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'avez cité. Mais est-ce que, il y a dans la classe politique une parole politique qui est parfois irresponsable sur les forces de l'ordre et qui incite au conflit ? Najouel l'a rappelé, elle a raison. Cette idée suivant laquelle la police tue, c'est jeter des bidons d'essence sur le feu de ces zones qu'on appelle pudiquement sensibles. Là aussi, on tourne autour du pot, on parle de quartiers, de zones sensibles, etc. Je rappelle qu'il y en a 750 en France. Mais quand on a dit ça, on a l'impression aussi qu'on prend un punching ball et qu'on va finalement, en s'engueulant entre responsables politiques, entre élus, on va purger cette affaire. C'est vrai que le discours de LFI sur cette question est inacceptable. Le discours de ELV sur cette question est inacceptable. Mais pour parler comme les gens de ces fameux quartiers, ils ne les calculent pas du tout. C'est-à-dire que la violence qui se déroule dans ces quartiers est une violence totalement autonome, qui ne tient aucun compte de quelconque commentaire, instruction, etc. Elle se déroule par elle-même. Vraiment, on a quelque chose qui s'est enquisté, qui s'est durci, avec une économie parallèle, avec une espèce de religion parallèle, avec des mœurs parallèles, avec des valeurs parallèles. Ça a à voir avec la réislamisation violente, ça a à voir avec la mentalité des ghettos nord-américains et du trafic de stupéfiants. Tout ça a fait un cocktail absolument explosif et ça contrôle un territoire. Aujourd'hui, c'est la constitution d'une ZAN, du zone à défendre dans ce département des Deux-Sèvres. Oui, parce que c'est dans la culture de ces militants, disons. Ils ont, eux, l'impression d'avoir la légitimité pour eux, même s'ils sont contre la loi. C'est un peu le phénomène d'Antigone, vous voyez, je suis dans mon bon droit, même si on m'interdit d'eux. Et en plus, ils ont l'impression qu'ils sont en avance de phase, qu'ils ont tellement raison que demain, tout le monde reconnaîtra qu'ils sont dans leur bon droit et donc ils sont une sorte d'avant-garde et donc ils peuvent se passer des lois. J'ajoute un point qui est quand même, c'est pas tellement nouveau, cette façon de procéder. Il
de désobéissance civile, même dans le domaine de l'écologie. On se souvient que José Bové avait taillé des plans d'OGM, qui avait cassé des McDonald's, etc. Et on se souvient de la fameuse zone à défendre de l'aéroport, effectivement. Donc, ce qui est nouveau, vraiment, c'est cette histoire d'urgence climatique, me semble-t-il. Et là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un instant, parce que ce n'est pas possible de matraquer un discours matin, midi, soir, notamment dans les manuels scolaires, mais aussi dans les publicités gouvernementales, mais aussi dans la communication des grands groupes multinationaux sur la planète, grosso modo brûle, on regarde ailleurs, et jeudi matin, ce sera la fin du monde climatique. Si vous prenez au premier degré, au pied de la lettre, ce discours, alors vous vous sentez autorisé absolument à violer la loi, et à même à faire tout. Il y a une question d'urgence, si vous voulez. Et donc là, c'est très important de comprendre que le discours un peu mainstream qui est diffusé est véritablement un discours révolutionnaire. Guillaume Bigot, on a la liaison qui a été rétablie avec Mathieu Devez, qu'on va à nouveau rejoindre dans le département des Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Mathieu, on vous retrouve. On le disait donc tout à l'heure, c'est une manifestation de grande ampleur qui est attendue aujourd'hui, avec une mobilisation aussi importante des forces de l'ordre. Effectivement, Anthony, oui, des milliers de manifestants sont attendus ce week-end ici à Sainte-Soline. C'est un petit village dans les Deux-Sèvres. Ils protestent contre un projet de réserve d'eau pour l'agriculture. Alors concrètement, il s'agit d'une méga bassine de 650 000 mètres cubes qui sera utilisée donc pour puiser de l'eau dans les nappes phréatiques l'hiver pour que les agriculteurs souffrent moins de la sécheresse l'été. Mais de leur côté, les opposants, majoritairement des militants écologistes, mais aussi des altermondialistes, des anticapitalistes, dénoncent, je cite, un accaparement de l'eau et un pillage des nappes phréatiques au profit de l'agro-industrie. De leur côté, et donc de son côté, la préfecture est inquiète car la manifestation pourrait déborder. Selon nos informations, 5000 personnes sont attendues sur place, dont des activistes violents et des zadistes. C'est ce que redoute donc la préfecture. Elle a interdit la manifestation et elle a mis les bouchées doubles. 1700 gendarmes mobiles sont attendus sur place. La manifestation devrait donc débuter d'ici 1h30 aux alentours de 10h et c'est également aux alentours de 10h que Yannick Jadot, l'ancien candidat écologiste à la présidentielle, est attendu sur place. Merci Mathieu Devez, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. Guillaume Bigot, les associations, on l'entendait, c'est ce que nous disait Mathieu Devez, les associations environnementales et anticapitalistes dénoncent un accaparement de l'eau destiné à l'agro-industrie. Est-ce que c'est le cas ? C'est très difficile de se faire une idée, je dirais, de l'enjeu, parce que il y a des bassines qui récupèrent de l'eau de pluie et qui récupèrent de l'eau en hiver de manière naturelle, et ça semble assez légitime, et il y a des bassines qui pompent dans la nappe phréatique. Donc c'est assez complexe. Pourquoi ? Parce que l'eau est un cycle, donc normalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'eau que vous stockez peut ensuite s'évaporer à nouveau et retomber, etc. Là, l'argument des agriculteurs, ça consiste à dire on va prendre dans des bassines de l'eau l'hiver quand il y a de l'eau, de sorte qu'on n'ait pas à pomper dans les nappes phréatiques l'été. Maintenant, moi, je ne sais pas, et je pense qu'il faudrait demander à des spécialistes, si ce pompage de nappes phréatiques l'hiver a une influence à la fois sur l'environnement, c'est assez probable, mais de quelle nature on ne sait pas, et il y a une influence sur le niveau général des nappes phréatiques. C'est ça la question, en fait. Mais au lieu d'avoir un débat là-dessus, c'est un débat intéressant et important, vous avez en fait deux camps qui vont s'affronter, et ce qui est assez typique de la politique aujourd'hui. La querelle ne va pas se vider, je dirais, à travers des élus, dans des urnes, avec un débat, avec des pour, avec des contre, où les gens s'échangent des arguments pour qu'on arrive à comprendre quelque chose. Non, vous avez d'un côté les zouaves qui vont dire de toute façon, on défend la planète, on défend Gaïa, donc quoi qu'il en coûte, on va s'installer, on va rester là, on ne bougera plus, personne ne nous fera bouger. Et de l'autre, des gens très énervés en disant on a payé pour ça et donc on va les chasser, y compris de force. Et enfin, dernier commentaire. Bon, il y a quand même beaucoup de forces de l'ordre. Vous savez, par rapport au sujet précédent, on voit bien quand même comment, quand les gens sont non violents, là, l'État y va à fond. Et quand les gens sont très violents, là, l'État vraiment met pied sur la pédale douce. Oui, ça révèle aussi une sorte de défiance à l'égard des autorités, du lien entre les autorités et les organismes scientifiques et disons, d'autres intérêts agroalimentaires, etc. Ces gens-là sont dans ce discours-là. C'est-à-dire que les informations qu'on nous donne sont des informations frelatées, c'est manipulé par l'agroalimentaire, c'est manipulé par les multinationales, donc n'en croyons rien. N'en croyons rien, et par ailleurs, comme la planète, jeudi matin, va cesser de fonctionner à cause du réchauffement climatique, on s'autorise à tout et à n'importe quoi. On est dans l'illégalité totale.
Donc c'est vrai que c'est très très problématique. Et là, la crainte des autorités, c'est qu'en plus, ces gens, on l'avait vu dans l'affaire de l'aéroport, ils ont l'idée de fabriquer une contre-société sur place. C'est-à-dire qu'ils s'opposent à l'ordre public et ils s'installent sur place. Et c'est pour ça qu'il y a une telle fébrilité et autant de forces de l'ordre qui sont mobilisées, parce que les forces de l'ordre savent que s'ils s'installent sur place, ils décamperont. Ça veut dire qu'après, politiquement, c'est très difficile à gérer pour Bien un sûr. gouvernement. Et il y a toute une espèce de kermesse, d'ambiance, Notre-Dame-des-Landes, une ambiance de kermesse, etc., où on organise une contre-société. Je pense que, évidemment, leur position peut se discuter, la question de savoir si il faut pomper dans les nappes phréatiques, quels sont les effets, etc. Mais comme l'a très bien expliqué Frédéric, eux, ils ne sont plus dans le débat du tout. Ils sont dans l'action. Et dans l'action au nom de quelque chose qui est, pour eux, une urgence absolue. Je pense que c'est plus que déranger. Déjà, déranger, ça n'irait pas du tout. Mais là, en l'occurrence, ils se sont mis en danger eux-mêmes. C'est une autoroute. Si les gens avaient freiné et derrière, il y aurait pu avoir des accidents, à mon avis, gravissimes. Et on voit bien qu'en fait, ces jeunes sont en colère. C'est un peu la Thunbergisation des esprits, avec les hurlements poussés par Greta Thunberg aux Nations Unies, dont on se souvient encore. Elle n'était pas majeure à ce moment-là. Et des chefs d'État qui se sont quasiment prosternés, comme si c'était... l'oracle de Delphes. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on accepte cette radicalité dans le discours. Cette radicalité, elle est répétée, elle existe dans les manuels scolaires, elle existe dans les messages gouvernementaux, elle existe, encore une fois, dans la communication des grandes entreprises et le greenwashing. Et ensuite, on s'étonne que certains gamins pas très fut-fut prennent ça au pied de la lettre, se mettent en danger et mettent en danger tout le monde. En fait, ils se sentent, eux, d'abord très anxieux, tous les indicateurs et tous les psychologues le disent, ce discours sur c'est la fin du monde la semaine prochaine, c'est même pas quel monde on va laisser à la jeunesse, c'est quelle jeunesse on va laisser au monde. Là, ils sont très 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 angoissés. Ils sont angoissés, ils sont en colère, et leur but c'est de transférer leur colère, d'avoir l'impression de faire quelque chose pour la planète, et d'ailleurs c'est souvent n'importe quoi.